RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine, le dialogue devrait pouvoir reprendre aujourd'hui en République démocratique du Congo, dialogue politique. Hier, la majorité et les représentants de l'opposition se sont mis d'accord, non pas sur le calendrier, mais sur la séquence des élections. La présidentielle se déroulera le même jour que les législatives et que les élections provinciales. Le mouvement citoyen La Lucha estime, lui, qu'il est encore possible d'organiser les votes avant la fin de l'année. La RDC ou l'ONG Amnesty International dénonce, dit-elle, une répression systématique de ceux qui s'opposent au maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. Dans ce journal également le Gabon, où l'équipe d'Ali Bongo a déposé à la Cour constitutionnelle ses contre-arguments après les recours émis contre sa réélection, contre la réélection annoncée du président sortant. La visite de Khalifa Haftar au Tchad, le puissant général libyen y a été reçu par le président Idriss Déby. Et nous irons à Madagascar, où vient de débuter le DAG Festival, qui veut mettre en lumière des artistes originaux ou méconnus. La majorité et les opposants qui participent au dialogue se sont finalement mis d'accord hier en République démocratique du Congo et ce dialogue politique devrait pouvoir reprendre aujourd'hui. Accord sur la séquence des élections, la présidentielle sera organisée en même temps que les législatives et que les élections provinciales. Ces participants au dialogue qui laissent à la commission électorale le soin maintenant de déterminer la date de ces scrutins. Le mouvement citoyen La Lucha, lui, veut encore croire qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution avant la fin de l'année. Et pour cela, il faudrait enrôler les électeurs juste avant le vote, comme on l'a vu faire par exemple au Nigeria ou en Afrique du Sud. Écoutez Soraya Aziz, militante de La Lucha, elle lit le communiqué du mouvement citoyen. La Lucha constate avec regret que la classe politique et une certaine communauté internationale continuent à se complaire dans des tergiversations sans fin autour de la tenue ou non des élections dans les délais, comme si la Constitution votée par notre peuple n'était qu'un vulgaire texte qu'on peut retourner et contourner à sa guise impunément. Pire, ceux qui ont manifestement planifié et mis en œuvre la stratégie du glissement ayant conduit à l'impasse actuelle du processus électoral se prévalent désormais de leur turpitude sans honte ni remords. La Lucha met fortement en garde la classe politique congolaise, les participants au dialogue politique, quel qu'il soit, la facilitation, le comité international de soutien à la facilitation, sur le danger de chercher à transiger sur les dispositions constitutionnelles que le peuple souverain a voulu intangibles. Et si le 19 septembre, le scrutin pour l'élection présidentielle n'est pas convoqué par la CENI, alors le peuple devra se prendre en charge et récupérer sa souveraineté. Soraya Aziz, militante de La Lucha qui appelle donc, comme le rassemblement de l'opposition, à manifester le 19 septembre, lundi prochain. Et cela pour rappeler, la commission électorale a convoqué les élections. La RDC ou Amnesty International dénonce, dit-elle, une répression systématique de ceux qui s'opposent au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. C'est un rapport que l'ONG vient de publier qui est intitulé « Répression de la liberté d'expression sur fond de retard des élections en République démocratique du Congo ». Et Amnesty conclut que les autorités se servent des institutions publiques pour empêcher les opposants de s'exprimer et de manifester. Léa-Lisa Vesterhoff. Menaces, harcèlement, interdiction de manifester ou encore problèmes fiscaux et démêlés avec la justice. À en croire le dernier rapport d'Amnesty International, la vie se complique dès qu'un Congolais choisit de s'opposer au maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de son mandat. Evie Franck, représentante d'Amnesty International à Nairobi. On a vu clairement à Lubumbashi, quand il s'agit de l'opposition qui veut accueillir son leader à l'aéroport, les autorités évoquent l'interdiction générale sur les manifestations politiques. Mais quand 2 jours ou une semaine plus tard, quelqu'un de la majorité présidentielle arrive à l'aéroport, cette manifestation est facilitée par les services de sécurité. C'est une violation de la loi congolaise, mais aussi d'un droit humain, notamment le droit à la liberté d'association. Faux, répond le porte-parole du gouvernement. Pour Lambert Mende, impossible de parler de campagne d'intimidation d'opposants politiques en RDC. Aujourd'hui, même si vous lisez la presse congolaise, vous trouverez probablement une dizaine de titres où le président est traité de tous les noms et personne ne réprime ces gens-là. Il y a bien sûr des opposants qui ont des problèmes de droit commun, des problèmes de spoliation de biens privés. Pourquoi voulez-vous que nous puissions
nous aller en justice pour dire à la justice de ne pas poursuivre quelqu'un parce qu'il fait de la politique ou parce qu'il est dans l'opposition. N'empêche, Amnesty International appelle les autorités congolaises à libérer sans condition tous les prisonniers politiques et abandonner les charges qui pèsent contre eux. Il est 5h35 à Libreville. L'Union africaine annonce l'envoi d'observateurs au Gabon. Des observateurs pour assister la Cour constitutionnelle dans son examen des recours déposés après l'élection présidentielle et la réélection annoncée d'Ali Bongo. Ali Bongo, dont l'équipe a déposé hier des contre-arguments devant la Cour. Réponse au recours formulé par l'opposant Jean Ping. Karine Franck. Dans son mémoire de réponse, le pouvoir fait remarquer à la Cour que le dossier de l'opposition est incomplet. Seulement 174 procès-verbaux sur 297 bureaux de vote dans le Haut-Ogooué. Certains de ces PV sont illisibles, on a des doutes sur leur authenticité, souligne Ali Akbar Onanga Yobege, le président du comité juridique du candidat Ali Bongo. Sur le principe, ajoute le juriste, le pouvoir ne s'oppose pas à un recomptage, mais seulement sur la base des PV de la commission électorale. Pas question non plus d'accepter la présence des représentants des candidats et d'experts internationaux, c'est contraire à la loi. D'autre part, le camp d'Ali Bongo relève des cas de fraude dans plusieurs localités du pays, mais avant tout cela, insiste Ali Akbar Onanga Yobege, nous faisons remarquer qu'en se proclamant président élu, Jean Ping a violé l'article 3 de la Constitution qui interdit à quiconque de s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Il doit donc être sanctionné, sa demande doit être jugée recevable. En quoi se proclamer vainqueur d'une élection constitue-t-il un exercice de souveraineté ? Répond Jean-Gaspard Toutoumaï, porte-parole de Jean Ping. Avec nos 174 procès-verbaux, nous pouvons déjà prouver qu'il y a eu 11 000 abstentions sur 44 000 électeurs. On est loin d'un taux de participation de près de 100%. Nous appelons la Cour au sens des responsabilités. Karine Franck, Libreville, RFI. L'appel à une grande réunion d'urgence en Libye. Il vient de Fayez Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale, celui qui est à Tripoli. Et il intervient après que ce gouvernement a perdu le contrôle ces derniers jours des principaux champs pétroliers du pays, tombés sous la coupe des troupes du général Khalifa Haftar, qui lui est allié à l'autre gouvernement libyen, celui qui est basé à Tobrouk. Khalifa Haftar qui vient par ailleurs de se rendre au Tchad, où il a été reçu par le président Idriss Déby. Madjas Ranako. Le général Khalifa Haftar, accompagné d'une très forte délégation, a été accueilli par de hauts gradés tchadiens. Il a ensuite été invité à déjeuner avant d'être conduit aux plus hautes autorités. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans le sud libyen, mais surtout la présence annoncée de rebelles tchadiens sur la frontière nord du Tchad. L'affaire est devenue très sérieuse au point où le chef de l'État a décidé de la suivre personnellement, a indiqué RFI une source sécuritaire. Pour d'autres sources, ce sont les occupations de puits de pétrole par les hommes de Haftar ces derniers jours qui ont motivé son déplacement en N'Djamena. La communauté internationale s'étant rendue compte que l'ancien commandant des troupes anti-Kadhafi est devenu incontournable sur le plan régional. Même si le contenu de l'entretien avec les autorités tchadiennes n'a pas été révélé, beaucoup d'analystes pensent que la brève visite du général Haftar, qui n'est pas la première en N'Djamena, a été motivée par un souci sécuritaire au niveau des frontières entre la Libye et le Tchad. Madjas Ranako, N'Djamena, RFI. Il s'agit d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine. L'Afrique du Sud a interdit l'entrée sur son territoire au pasteur américain Steve Anderson, connu pour ses propos homophobes. L'Afrique du Sud, dont la Constitution protège les minorités sexuelles. L'homosexualité pourtant reste un sujet délicat sur le continent africain et selon une étude réalisée dans 33 pays, certains sont beaucoup plus tolérants que d'autres, nous explique Michel Arsenault. L'enquête sur le degré de tolérance des Africains s'annonçait ambitieuse. Plus de 50 000 personnes devaient être sondées, notamment sur l'homosexualité, dans 36 pays. Mais le sujet était si délicat en Algérie, en Égypte et au Soudan que les chercheurs ont dû retirer ces pays de la liste. Partout ailleurs, les enquêteurs ont simplement demandé « Auriez-vous des objections à avoir des homosexuels pour voisins ?» Dans 4 pays, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Namibie, la majorité disait ne pas y voir d'inconvénients. La réponse était tout autre en Afrique de l'Ouest et en Ouganda. Boniface Doulani, qui a dirigé cette enquête pour Afrobaromètre, résume « Plus un pays est religieux, moins il tolère les minorités sexuelles. » Sur le continent, 21% disent ne pas apprécier les personnes homosexuelles. En comparaison, seul un tout petit pourcentage dit ne pas apprécier les personnes d'une autre religion ou d'une autre origine ethnique. On est beaucoup plus tolérant des minorités religieuses et ethniques que des minorités sexuelles. Les Africains se révèlent donc être peu tolérants des gays, selon cette enquête. Il y a une exception toutefois, et elle est importante.
Les jeunes et les citadins sont plus ouverts d'esprit. Marche arrière, la Somalie est revenue sur sa décision du début du mois et mardi soir, en marge d'un sommet régional, les présidents du Kenya et de la Somalie ont conclu un accord pour permettre la reprise de la livraison de khat, cette plante euphorisante largement consommée dans la région et dont l'importation en Somalie avait été interdite, le khat qui venait du Kenya. La route du khat a donc été rouverte hier. Léonard Vincent. Mercredi matin, 2 premiers avions chargés de khat en provenance du Kenya ont pu atterrir sur l'aéroport de Mogadiscio. D'autres sont attendus dans la foulée au lendemain de l'accord trouvé entre les deux pays pour débloquer la situation. Alors que les prix au marché noir avaient atteint des sommes considérables, les marchés de Somalie vont de nouveau pouvoir vendre des branches fraîches à des prix abordables. Selon les termes de cet accord, un vol direct entre Nairobi et Mogadiscio doit être lancé, les procédures de visa pour les Somaliens facilitées et la banque commerciale du Kenya va ouvrir une succursale dans la capitale somalienne. C'est donc la fin d'un bras de fer d'une semaine, un bras de fer provoqué, dit-on en Somalie, par la visite controversée au mois de juillet du gouverneur de la province kenyane de Meru, où est cultivé le khat, à l'état autoproclamé du Somaliland. L'idée du gouverneur était d'ouvrir un nouveau marché pour les planteurs de sa région, en échange d'une forme de reconnaissance officielle. Cette idée aurait considérablement irrité la Somalie, qui maintient que le Somaliland fait partie de son territoire. En représailles, Mogadiscio aurait donc tout simplement coupé la principale source de revenus des agriculteurs de la province de Meru pour faire pression sur le Kenya. Il entend promouvoir la diversité culturelle de la Grande Île. Le DAG Festival a débuté hier à Antananarive. DAG, c'est de l'argot pour dire Madagascar. Et ce festival a été lancé par un collectif d'une quarantaine de jeunes, des artistes ou bien juste des passionnés qui trouvent tous que la culture malgache est en péril à cause notamment d'un manque de moyens ou de la standardisation des œuvres diffusées dans les médias. Ce festival fait donc la part belle à des artistes originaux ou méconnus. Jeanne Richard. Rola Gaman est guitariste. En plus de son concert, il expose toute une série d'instruments de musique. C'est lui qui les a fabriqués. Calebasse, bois ou graines, il n'utilise que des matériaux naturels. J'ai vécu à la campagne, donc c'est pour cela que j'aime la nature. Et j'aime imiter aussi le son de la nature avec des instruments. La pluie, le grincement des arbres dans la forêt, comme ça. Donc j'ai essayé de trouver un instrument qui imite les sons naturels. Exemple avec le gama, un long tube de bambou. Donc il y a 3 sons entre les bambous. Donc en combinant tous les 3 sons-là, donc on obtient. C'est cette originalité, cette créativité que le collectif de jeunes à l'origine du DAG Festival veut promouvoir, comme l'explique Tanzoun Rabéarivoun, membre de l'organisation. Promouvoir et protéger aussi, surtout parce que je pense que ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on entend à la radio ne représente pas du tout cette diversité à Madagascar. La culture a tendance à s'uniformiser, mais également il est, si on peut dire, négligé par les pouvoirs publics. On sent aussi qu'il y a vraiment une sorte d'indifférence. Et pour aider ces artistes à se professionnaliser, des ateliers et formations sont également au programme. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. Antananarive où il est 7h43, 6h43 ici à Paris. Que disent ce matin les journaux du continent? On voit cela dans 5 minutes avec Frédéric Couteau, ce sera la revue de presse. Mais avant cela, dans un instant, dans 30 secondes, c'est l'invité d'Afrique Matin. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. Depuis l'intervention militaire de la Grande-Bretagne et de la France en Libye, le pays a sombré dans le chaos. Fallait-il lancer cette opération? 5 ans après, un rapport parlementaire britannique affirme que Londres s'est basé sur des informations erronées et qu'il aurait fallu privilégier l'option politique. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. Et la Libye, ce matin, nous en parlons aussi avec notre invité et nous parlons d'un homme en particulier, le général Khalifa Haftar, allié au gouvernement de Tobrouk, celui qui n'est plus reconnu par la communauté internationale. Ces hommes viennent de s'emparer cette semaine des principaux terminaux pétroliers du pays et il a été reçu avant-hier, Khalifa Haftar, par le président tchadien Idriss Déby à N'Djamena.
Il est donc un personnage clé du conflit en Libye. Et pour en parler, notre invité ce matin est Monsef Jaziri, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne, en Suisse. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Monsef Jaziri, bonjour. Bonjour monsieur. Comment le général Haftar a-t-il réussi à s'emparer du croissant pétrolier ? Alors, en fait, la ruse, ça consistait à, pendant que les milices en particulier de Tripoli, mais aussi de Misrata, étaient engagées sur le terrain de Sirte dans la guerre contre Daesh, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a saisi l'opportunité, en quelque sorte, pour attaquer et s'emparer des ports et des champs pétrolifères du croissant pétrolier, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela s'est passé le 11 septembre, et donc il n'est pas exclu qu'il ait voulu par là envoyer un signal, lequel, comment, ça c'est difficile à dire, aux États-Unis. Alors les pays de l'OTAN et les États-Unis lui demandent de se retirer de ces champs pétroliers. Qu'est-ce qu'il peut répondre ? C'est un appel, à mon avis, qui va rester sans réponse. Et il est à craindre qu'au contraire, en fait, cet appel ne suscite des réactions un peu nationalistes, en quelque sorte. Il y a eu là, depuis 2 jours, plusieurs manifestations dans différentes villes de Libye, Tobrouk, Benghazi, en tout cas dans la région Est, appelant en effet à soutenir l'armée nationale libyenne et surtout dénonçant en fait l'appel des pays occidentaux et considérant cet appel de retrait comme étant une intervention dans les affaires internes à la Libye. Et tout cela à la veille ce vendredi de l'anniversaire de la pendaison par les colons italiens d'Omar El Mokhtar ? Oui, donc je pense que là aussi, c'est peut-être pas sans signification également, parce que Omar el-Mokhtar, en effet, est un symbole de la résistance contre la colonisation italienne, et probablement que tout ça pèse dans la balance, si vous voulez. D'autre part, l'Italie a dénoncé, en fait, l'opération de Haftar comme ayant été soutenue par les puissances étrangères, c'est-à-dire le Tchad et le Soudan. Donc l'Italie a une interprétation des événements qui consiste à dire qu'il y a là une opération extérieure, en fait, ce qui va dans le sens du point de vue de certains des membres du Conseil présidentiel à Tripoli. Alors, le général Haftar tient donc les terminaux pétroliers, mais s'il veut exporter du pétrole, est-ce qu'il ne risque pas d'être bloqué par les Occidentaux et l'OTAN ? Alors, l'entreprise nationale de pétrole vient pratiquement de légitimer l'action du général Haftar. Ce qui signifie donc que l'entreprise nationale du pétrole prend ses distances à l'égard du gouvernement de Tripoli. D'autre part, l'OTAN ne peut d'aucune manière empêcher cette exportation. La seule organisation qui peut l'empêcher, c'est bien entendu les Nations Unies, puisqu'il y a la résolution 2259 qui interdit en effet l'exportation illégale du pétrole. Or, si l'entreprise nationale du pétrole prend ses distances par rapport au gouvernement de Tripoli, eh bien, cela posera des problèmes et rendra même difficile, si vous voulez, l'application de la résolution 2259. Mais il y a quand même un précédent. Il y a 2 ans, quand une milice a tenté d'exporter du pétrole, le tanker a été arraisonné. Ça, c'est vrai. Il l'a été avec l'accord de l'entreprise nationale du pétrole, conjointement avec les autorités de Tripoli. Si aujourd'hui l'entreprise nationale du pétrole n'est plus du côté du gouvernement de Tripoli, mais du côté du général Haftar, évidemment, les choses deviennent plus compliquées et l'application de la résolution deviendrait également plus compliquée. À Tripoli, le Premier ministre Fayez al-Sarraj appelle toutes les parties à se réunir d'urgence autour d'une même table. Est-ce que c'est possible ? Non, parce que apparaît maintenant une division au sein du Conseil présidentiel. À Tripoli ? À Tripoli, exactement. Il y a eu la déclaration commune de 2 membres du Conseil présidentiel qui représentent l'Est en quelque sorte, qui ont publié un communiqué commun dans lequel ils soutiennent le contrôle des puits et des ports pétroliers par l'armée nationale libyenne. Du général Haftar. Du général Haftar. Depuis 1 an, le représentant spécial de l'ONU, Martin Kobler, avait une politique anti-Haftar. Ce qui se passe depuis quelques jours, ce n'est pas un coup dur pour lui ? Oui, c'est un coup très dur. Parce que tout l'effort du représentant spécial Martin Kobler consistait à marginaliser le général Haftar. Avant-hier, le général Haftar est allé au Tchad. Est-ce qu'on va vers un axe Le Caire-Benghazi-Djamena ? Écoutez, c'est une hypothèse qui est parfaitement plausible. Le général Haftar veut contrôler, il est pratiquement en train de le réussir, l'est du pays et le sud-est du pays. C'est-à-dire la région de Koufra. Bah oui. Et donc pour cela, il a besoin d'alliés.
Au sud, le Tchad, et à l'est, toute cette longue frontière avec l'Égypte. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même dans un entretien qui a été accordé à un site ou un quotidien Sputnik russe. Il a reconnu que l'aide de l'Égypte et du Tchad, à la fois militaire et logistique, est importante pour lui en l'état actuel. Donc vous n'excluez pas qu'un jour le général Haftar devienne le nouvel homme fort de la Libye ? Non, ce n'est pas exclu, parce que la situation actuelle de la Libye, c'est une impasse totale. Du côté de Tripoli, le gouvernement et M. Sarraj sont dans l'impossibilité de relancer l'économie, incapables de sécuriser le pays. Donc, celui qui est en mesure de pouvoir faire cela, et s'il réussit à le faire, il aura le soutien d'une grande partie des tribus libyennes. Dans tous les cas, M. Kobler n'est pas vraiment l'homme de la situation désormais, parce qu'il a plusieurs échecs successifs qui posent beaucoup de problèmes. Monsef Jaziri, merci. Le chercheur Monsef Jaziri, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. La situation en Libye qui est aussi à la une de la revue de presse. C'est dans 1 minute maintenant. L'essentiel de l'actualité internationale de ce jeudi 15 septembre, la trêve tient en Syrie. Aucun décès n'a été signalé depuis lundi soir dans les zones où elle est en vigueur. D'après l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONU se dit prête à envoyer 20 camions d'aide humanitaire vers Alep, mais la situation en matière de sécurité ne le permet pas pour l'instant et le secrétaire général de l'ONU demande à Washington et à Moscou de contribuer à débloquer ces livraisons. À Washington, justement, la chef de la diplomatie de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, a été reçue hier à la Maison-Blanche, et cela pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de son parti. L'an dernier, elle a plaidé pour la levée des sanctions économiques imposées à la Birmanie, et Barack Obama, le président américain, s'est dit prêt à le faire. Au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio da Silva Lula et son épouse et 6 autres personnes également ont été inculpées pour corruption et blanchiment dans le cadre de l'enquête sur le scandale des rétrocommissions au sein de la compagnie pétrolière Petrobras. Le parquet accuse le prédécesseur de Dilma Rousseff et son épouse d'avoir personnellement touché près d'1 million d'euros de la part d'un groupe de bâtiments. Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains. À la une ce matin, la revanche de Kadhafi. Oui, la revanche de Kadhafi, c'est ainsi que qualifie le site Guinée-Conakry Info le rapport parlementaire britannique sur l'intervention en Libye en 2011. En effet, précise le site guinéen, les parlementaires britanniques découvrent enfin une vérité que les Africains connaissaient depuis longtemps, à savoir que l'intervention militaire britannique en Libye était fondée sur des suppositions erronées et sur une compréhension incomplète du pays et de la situation. Une lapalissade confirmée par la docte commission parlementaire dont le rapport est sans appel pour la duplicité, voire la complicité Cameron-Sarkozy en vue d'abattre sans autre forme de procès le guide libyen Mouammar Kadhafi, courtisé et craint par les puissances occidentales. Il faut dire, poursuit Guinée-Conakry Info, que l'intervention occidentale avec en tête de pont l'alliance franco-britannique soutenue par les États-Unis a largement outrepassé le mandat onusien pour se transformer en une entreprise destructrice, sans souci du lendemain, sans aucune esquisse réfléchie sur les probables retombées sur l'Afrique et le monde, une aventure impérialiste pour accélérer l'effondrement politique et économique de la Libye. Ce rapport parlementaire britannique à son corps défendant sonne donc comme la revanche posthume de Kadhafi, affirme encore le site guinéen, car comme dit un proverbe africain, le mensonge a beau construire 1000 cases, c'est la vérité qui les habitera toutes. Pour lejelly.com, toujours en Guinée, ces aveux sont bien tardifs. Et surtout, il remue le couteau dans une plaie non encore cicatrisée de la part des parlementaires britanniques. Il y a comme une espèce de lâcheté qui fait qu'ils n'avaient pas osé faire part de leur fameuse vérité au moment où la Libye se faisait pilonner au nom d'une résolution onusienne outrepassée à dessein. Ceci étant, pointe encore le Jelly, l'Afrique non plus n'a pas à jubiler sous prétexte que l'histoire lui donne raison, parce qu'en se privant du courage de prendre position contre la désintégration de la Libye, elle n'est pas moins responsable du chaos qui s'y est installé. Et 5 ans après, la Libye est donc toujours en proie à la violence. Et encore une fois, affirme le pays, au Burkina, la communauté internationale se trompe. Celle-ci
impuissante, ne peut que constater les dégâts, car le cheval sur lequel la communauté internationale a misé pour pacifier le pays, le parachuté Fayez el-Sarraj, n'a pas les moyens qu'il faut pour ramener le général rebelle Haftar dans les rangs. Et le péché originel qui explique cette impuissance de Fayez el-Sarraj, c'est que bien des Libyens ont le sentiment que l'homme leur a été imposé par l'Occident. Et le pays d'appeler la communauté internationale à revoir sa copie en ce qui concerne ses rapports avec le général Haftar. La communauté internationale a tout intérêt à ranger son orgueil au placard et à composer avec lui si elle veut véritablement contribuer aux côtés de la majorité des Libyens, à résoudre dans la durée l'épineuse équation du pays. Ne pas le faire ici et maintenant, c'est non seulement livrer le pays aux djihadistes, pointe le pays, mais aussi placer la Libye dans une logique de partition. Car il y a bien désormais, Frédéric, un risque de guerre civile entre l'Est et l'Ouest de la Libye, prévient pour sa part le site d'information algérien TSA, tout sur l'Algérie. Oui, le plan de paix de l'ONU est plus que jamais menacé, pointe TSA, et les jours du GNA, le gouvernement d'union nationale, semble compter, car c'est la première fois que l'armée nationale libyenne, que commande le général Haftar, affronte directement et frontalement les forces loyales au GNA basées à Tripoli, à l'ouest de la Libye. Et maintenant, s'interroge El Moudjahid, toujours en Algérie, le récent appel lancé par le Premier ministre Fayez el-Sarraj à toutes les parties à mettre fin aux actes provocateurs et à se réunir d'urgence renseigne sur la gravité de l'évolution enregistrée. En effet, constate aussi El Moudjahid, alors qu'il éprouve déjà de grandes difficultés à asseoir son autorité sur l'ensemble du pays, le Premier ministre est aujourd'hui confronté à une nouvelle donne qui risque de sceller le sort de la Libye en l'enlisant dans une guerre civile. La question qui se pose, conclut le quotidien algérien, est de savoir ce qui va arriver maintenant. Gageons seulement que la sagesse et l'intérêt suprême de la Libye l'emportent. Frédéric Couteau, merci. C'était la revue de presse des journaux africains. Revue de presse à retrouver sur www.rfi.fr. Afrique Matin, restez avec nous. On va faire une petite pause de 30 secondes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantsanscancer.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et avec Alexandre Seban ce matin. Bonjour Alexandre. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Du football en Zambie, ça bouge à la tête de la sélection. On s'y attendait, l'intérim prend fin pour Georges Iwandamina, retour aux Zesco United avec qui il disputera les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est Watson Nyirenda qui lui succède à la tête des Chipopolos, mais on parle déjà d'un simple intérim pour le technicien. En Europe, suite et fin de la première journée de la Ligue des Champions. 9 matchs, pas de surprise, mais de belles performances des joueurs africains, et notamment Riyad Mahrez. Résumé de la soirée avec Thomas de Saint-Léger. Riyad Mahrez n'a pas manqué son premier rendez-vous avec la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un but sur coup franc, l'autre sur penalty. L'Algérien a généreusement contribué à la victoire de Leicester sur le terrain de Bruges. 3-0, titulaire lui aussi l'autre Fennec. Islam Slimani est resté muet, sans conséquence donc pour Leicester en tête du groupe G après cette première journée. Dans le groupe F, festival du Borussia Dortmund sur la pelouse du Legia Varsovie. 6-0 score final avec 6 buteurs différents. Un récital collectif qui a bien failli manquer Pierre-Emerick Aubameyang, mais le Gabonais s'est rattrapé in extremis en inscrivant en fin de rencontre le 6e et dernier but de son équipe à Manchester City. Le Joker est nigérian, il s'appelle Kelechi Iheanacho, 10 minutes sur le terrain et un but, le 4e de son équipe. Victoire 4-0 des Citizens face à Mönchengladbach. Pas de but pour le Camerounais Nicolas Koulou, mais le défenseur de l'OL s'est montré solide cette fois-ci et son équipe aussi, le vice-champion de France, vainqueur de Zagreb 3-0 et premier de sa poule. Et puis la rumeur faisait de lui le prochain attaquant de l'Olympique lyonnais, mais Emmanuel Adebayor, libre de tout contrat, ne devrait pas s'engager avec le club français. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a démenti hier soir la venue du buteur togolais. En Algérie, Alexandre ne badine pas avec le respect et les mots au comité olympique. La sanction est tombée, c'est une première. Le comité exécutif du COA a décidé de suspendre Rachid Fezouine. Le président de la fédération de cyclisme paye son verbe haut et ses déclarations jugées injurieuses
injurieuse par ses collègues du comité olympique qu'il avait notamment qualifié d'incompétent. Fezouine pourrait être radié dans les prochaines semaines, mais la décision appartient à l'Assemblée générale du COA. On suivra évidemment cette affaire. Et les Jeux paralympiques, Alexandre, et une nouvelle médaille d'or pour le Nigeria en dynamophilie. La dynamophilie, c'est l'haltérophilie mais en position couchée, et cette médaille est revenue à Joséphine Orji en plus de 86 kilos. Le Nigeria est actuellement 10e au tableau des médailles avec 8 titres et un total de 11 podiums. La Chine caracole toujours en tête, 155 médailles dont 66 en or. Merci Alexandre Seban du service des sports de RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. RFI.